Donc le Nord-Loire, alors, hein, traditionnellement on dit Nord-Loire ardoise, Sud-Loire tuile. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que globalement le Nord-Loire est plus, les maisons sont plus couvertes en ardoise et Sud-Loire plus en tuile. C'est pas vrai forcément dans l'architecture ancienne, où il y avait une hiérarchie entre l'ardoise et la tuile. L'ardoise a toujours été considérée comme un matériau de plus grande qualité, plus cher, plus soigné que la tuile. Et donc dans les propriétés anciennes ou même dans les fermes anciennes, vous verrez le bâtiment principal, le logis, couvert en ardoise et les annexes avec des toitures basses en tuile. Ça c'est très courant dans des châteaux ou dans des fermes, on en verra quelques exemples. Donc c'est pas si simple que ardoise, tuile. D'autant que quand on remonte très loin, on se rend compte que même en Bretagne, par exemple, on utilisait beaucoup la tuile plate. Il n'y a pas toujours eu uniquement de l'ardoise en Bretagne. Pardon. Alors, des architectures rurales du Nord-Loire, une approche un tout petit peu chronologique, c'est-à-dire qu'une petite métairie en haut très ancienne, du XVe siècle apparemment, une pièce en bas, une chambre haute, et puis quelques bâtiments annexes. À droite, une toute petite métairie, une seule pièce en bas, un grenier. Il n'y a pas de fenêtre, donc c'est un grenier pour stocker. Et puis des encore plus petites annexes. En bas, une maison du XVIIe siècle, un petit peu remaniée. Alors là, tout de suite, on rentre, et puis à droite, une maison de propriétaire du XVIIIe siècle. On rentre dans les types constructifs, vous voyez qu'on est sur les architectures en moellon. Alors ça, pratiquement 99% de l'architecture en Loire-Atlantique est bâtie comme ça, en moellon de pierre, hein, avec soit un parement en moellon plus soigné, soit un parement en tuffeau, soit des encadrements en tuffeau ou en briques ou en granit. C'est la base de la construction en Loire-Atlantique. Tout le reste sont des dérivés de ça. Et vous verrez que c'est la même chose pour les immeubles nantais ou les plus belles villas de la Baule. On reste dans cette logique-là d'avoir un mur intérieur en moellon de pierre, non taillé, non équarri, parfois même en tout venant, c'est-à-dire qu'on mettait dans le milieu du mur des morceaux de taille de pierre, des briques, de la terre, de la bouse de vache, etc. et un parement plus solide de chaque côté. Ça, c'est le principe de construction de l'architecture ancienne. Donc vous voyez, tuffeau, matériaux chers, on en met très peu. Là, la longère du Nord-Loire, qui est dite un type qui n'est pas un type architectural qui est tombé du ciel, c'est le résultat de l'histoire de l'agriculture. C'est-à-dire qu'une longère comme celle-là, on voit que la première maison était là, au XVIIIe siècle, une pièce à vivre, un grenier. À un moment donné, on a agrandi. Parce que l'exploitation s'est agrandie, on a eu besoin de stockage, peut-être d'une étable en bas ou d'une pièce pour un âne ou un cheval, stockage de grains et de foin. La famille s'est agrandie, on a construit un deuxième logement, mais c'est plus tard, puisqu'on voit qu'on est passé en briques, donc on est après 1850. Et puis, à cette partie-là, on a rajouté aussi une partie d'annexe agricole. Donc ces constructions-là, dites en longère, par adjonction en pignon, sont la base de la longère qu'on va construire après directement. Là, vous voyez, c'est une longère des années 1900. Elle est construite d'un seul tenant, d'un seul bloc, mais elle garde le même principe de une ou deux ou parfois trois habitations, et puis de chaque côté des annexes rurales. Petite incise sur la pierre bleue, qui est donc ce schiste qui était extrait à Nozay. C'est un matériau très très solide qui a permis de faire des architectures quasiment 100% en schiste, avec les linteaux, les parements extérieurs, le tout venant à l'intérieur. Il n'y a guère que la cheminée qui soit en briques. Il y a même, alors ça c'est unique, pratiquement unique en France, en Loire-Atlantique, des murs construits en palis de schiste, hein, sur des petits bâtiments ruraux. Mais il y a certains bâtiments, on arrive à des palis de schiste de 3-4 mètres de haut, c'est assez impressionnant. Un système de plaques, avant les plaques de béton, mais là c'est en plaques de schiste. C'est un matériau très dur à tailler, ce qui donne des bâtiments avec peu de décor, même quand on est sur des architectures de grande qualité. Mais on arrive quand même un petit peu à sculpter ce matériau.
Donc là, pour des maisons de bourg. Et puis là, quand on arrive dans l'architecture vraiment bourgeoise, au sens architecture de ville, mais vous voyez qu'on arrive à tout faire en pierre bleue. L'immeuble en bas à droite, le mur est en schiste, les appuis de fenêtres sont en schiste, les linteaux de fenêtres sont en schiste, l'arc de décharge est en schiste. Au-dessus, une maison du XVe siècle, la base est en schiste, le dessus à colombage. Et puis à gauche, un immeuble prestigieux, un petit peu comme on pourrait trouver dans le centre-ville de Nantes. Eh bien, tous les encadrements sont en schiste, sauf le dernier niveau où on a mis du tuffeau. Alors ça, on le verra tout à l'heure aussi. Le tuffeau, le schiste, le granit, des pierres dures, on les met plutôt en bas parce que l'architecture pèse sur ces matériaux-là. Et les matériaux plus légers, plus tendres, on les met plutôt en haut. Ça, on trouve ça dans les églises ou dans les façades d'immeubles nantais. J'en profite juste pour dire que là, ces bâtiments ont été restaurés, on pourrait dire bien, mais avec ce qu'on appelle un enduit à pierre vue. Quand je vous ai dit tout à l'heure que les murs autrefois étaient construits en tout venant avec 2 parements, j'aurais dû ajouter que de chaque côté, il y avait des enduits. Des enduits à la chaux et au sable, à la terre, à la bouse de vache, qui protégeaient les murs. Et parfois en plus un badigeon de chaux blanche. Tout ça pour permettre au mur de respirer tout en le protégeant des intempéries. La pierre apparente, ça n'existe pas dans les architectures anciennes. Ça a été créé dans les années 70, c'est tout récent. Alors, à l'époque où beaucoup de gens rachetaient des fermettes et enlevaient tous les enduits en insultant les paysans qui avaient tout enduit et tout peint, alors que c'est tellement joli de voir la pierre et de voir les poutres. Ben non, autrefois les maisons étaient enduites à l'extérieur, enduites à l'intérieur et chaulées en blanc à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on a cette habitude de faire des enduits qu'on appelle les enduits à pierre vue, qui sont une façon d'être entre l'enduit complètement couvrant et la pierre apparente. C'est-à-dire qu'on fait un enduit, puis au dernier moment, on le brosse. Ça donne l'aspect d'un enduit usé. Alors des maisons de bourg, autre typologie liée à l'implantation et à l'usage. Évidemment, on n'est pas du tout dans l'architecture rurale. Là, on n'a plus d'annexe, on a vraiment le logis avec un étage ou deux, enfin un niveau ou 2 ou 3. Une maison très ancienne à Saint-André-des-Eaux à gauche, une maison du 15e et 16e siècle à Houdon, le tuffeau, Houdon près de la Loire, le tuffeau est pas cher, enfin il arrive facilement. Là, une autre maison d'Houdon avec une échoppe en bas, une maison du 16e siècle. Et puis à droite, des maisons de bourg à Orvaux, des maisons du 17e siècle. Orvaux, alors c'était des maisons assez riches, avec encadrement en granit, en pierre dure et en tuffeau pour les lucarnes. Donc là, la maison à droite, c'est la maison d'un riche propriétaire à Houdon au XVIe siècle, c'est une maison riche. En bas à droite aussi, mais plus petite, parce qu'Orvaux était un petit bourg fortifié, resserré sur un rocher. Donc là aussi, l'implantation, etc., modifie la forme des maisons. Des maisons de bourg du XIXe siècle, alors ça, c'est très très fréquent en Loire-Atlantique, soit de différentes dimensions, de différents décors. Alors vous voyez que suivant le lieu, on va être avec du granit, de la brique, en mélange de tuffeau et de granit, parfois en mélange tuffeau, granit et brique. Donc ça forme vraiment, alors là, le patrimoine au quotidien de l'essentiel des bourgs de Loire-Atlantique, quand ça n'a pas été cimenté. Et ces encadrements-là, ces petits décors-là, ces lucarnes, c'est tout ce qui fait la qualité d'un patrimoine et la qualité d'un site, d'un bourg, d'une rue. C'est là où un enduit au ciment, vous banalisez tout un bourg. C'est un des principaux écueils à la restauration des maisons. Je vais vite à l'échelle d'une commune pour vous montrer. Alors j'ai pris une commune Saint-Étienne-de-Montluc, qui est une commune particulièrement riche au plan patrimonial, pour vous montrer qu'à l'échelle d'une commune, on a des patrimoines extrêmement différents. On a une grosse maison de propriétaire avec toutes ses habitations et annexes. Là, c'est un hameau qui est assez miraculeux. On dirait que tout le monde est parti à la fin du XVIIIe siècle et que personne n'a touché à rien depuis. C'est un endroit magnifique, avec ces petites maisons rurales. Alors ça, c'est la trilogie de la maison rurale. Une pièce, une chambre, ou une pièce et un grenier. On a quoi? Une porte, une fenêtre et une baie ou une lucarne. Ce groupe de 3-là, c'est la base de la composition des maisons anciennes, rurales.
Si on avait agrandi, on aurait rajouté à côté une porte, une fenêtre et une lucarne. Et puis à un moment donné, on fera la porte au milieu, on mettra une fenêtre des deux côtés, ça veut dire qu'on aura 2 pièces à l'intérieur. Mais c'est une forme archétypale. Là, on est toujours à toujours à Saint-Étienne-de-Montluc. Vous voyez, d'autres formes architecturales. Quand on a du granit, on a un linteau à 3 pierres, comme en Bretagne. On peut, avec du tuffeau, faire des débuts de décor. On a des longères, la longère basse. Vous voyez, toiture ardoise, toiture tuile pour l'annexe, dans le même bâtiment. Et puis là, une grande maison du XVIe siècle sur cour, avec ses communs. Ça ne se voit pas qu'elle est du XVIe siècle, mais quand on regarde de près, on voit la trace des meneaux dans les fenêtres. Une autre maison, Saint-Étienne-de-Montluc, grosse maison, encadrement brique. On est après 1850. C'est même 2 maisons. Alors très souvent, ça aussi, il faut faire attention. Une maison pouvait être 2 ou 3 logements différents. Là, en fait, c'est 2 maisons accolées avec chacune son annexe, mais l'aspect général est une maison. Donc ça, ce ne sont pas des architectures vernaculaires au sens inventé par les gens du lieu. Ce sont des architectures qui ont été dessinées et qui étaient, à partir des années 1850, on a fait des catalogues d'architecture avec des gravures. Et on a disséminé dans toute la France des catalogues d'architecture rurale, avec une ferme pour 20 vaches, une ferme pour 10 vaches, une habitation pour 4 personnes, une habitation pour 10 personnes, donc, etc. Et on retrouve donc ces modèles dans toute la France, parce que les maçons du cru, ou des architectes, mais c'était surtout des entreprises, ont acheté ces gravures et ont répété ces motifs dans toute la France. Donc ce sont des maisons qui sont finalement... alors, il y a des régions où on ne va pas en trouver. Évidemment, vous allez dans le Saumurois, tout est en tuffeau, vous n'avez pas de maison à encadrement de briques. Mais ici, en Loire-Atlantique, où il y a toutes les formes, vous avez beaucoup de maisons en briques. Toujours Saint-Étienne-de-Montluc. Vous voyez, petit manoir... alors, oui, petit manoir du XVe siècle. Vous voyez, encore une fois, le logis principal en ardoise, les annexes, toiture, tuiles. À droite, une belle maison de propriétaire de la fin du XVIIIe siècle. En bas, une maison, c'est une grande maison, c'est un château, mais je voulais montrer qu'il y avait ce type de patrimoine dans une commune. Il y en avait plusieurs à Saint-Étienne-de-Montluc, il y a des très beaux châteaux. Donc, grand château sur la base 16e avec la chapelle, les pavillons, les douves, et puis une maison reconstruite en 1728 au centre, très bel endroit, qui est à vendre en ce moment si vous avez envie d'une maison à Saint-Étienne-de-Montluc. Et puis à droite, j'irai une villégiature, une villa de campagne qui prend la forme d'un petit château néo-gothique, avec son grand parc arboré. Bon, vous voyez qu'à l'échelle d'une seule commune, on a tous les types de patrimoine, tous les types. Et encore, dans le centre-bourg, vous avez même des maisons de ville. C'est une photo, elle pourrait être prise à Nantes ou elle pourrait être prise dans n'importe quelle grande ville. Et en fait, c'est le bourg de Saint-Étienne-de-Montluc. Ce que je n'ai pas montré, c'est le patrimoine de pays, mais il existe aussi, évidemment, à Saint-Étienne-de-Montluc. Oui ? La diapo d'avant, hein. Oui. Je me suis souvent posé la question, c'est des parements qu'ils ont mis les pierres agencées, là. C'est pas des pierres maçonnées, ça, j'imagine, pour la construction. C'est des parements, parce que ça, c'est l'exemple qui contredit ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les maisons étaient toujours enduites, sauf à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on a créé des murs qu'on appelle en opus incertum, en travail irrégulier, où on a volontairement laissé les pierres en parement irrégulier apparent. On le voit souvent en soubassement, et puis le haut est enduit. Là, non, c'était une volonté vraiment d'avoir la pierre apparente et de faire un décor pierre, brique, calcaire. Mais c'est un parement. Effectivement, à l'intérieur, c'est du moellon et du tout venant aussi. L'influence bretonne, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si la Loire-Atlantique est en Bretagne ou pas, mais indéniablement, dans l'architecture, il y a une influence bretonne. Ça, c'est clair. C'est clair quand on se promène à Guérande, ou à côté de Guérande, ou dans les marais salants, comment ça s'appelle, Kervalette. Maison de paludier, bon, c'est un type de maison qu'on pourrait trouver dans le Finistère. La maison de ville à Guérande, c'est pareil, on pourrait la trouver à Morlaix. Et puis, un très joli château de Carex, près de Guérande. Vraiment, l'architecture bretonne, à la fois parce qu'elle est en granit, et à la fois parce que le granit a induit des façons de construire. Je vous parlais des portes à 3 pierres tout à l'heure. Il
Il y a pratiquement qu'avec le granit qu'on peut faire des linteaux avec seulement 2 pierres ou 3 pierres. Et puis ça induit par contre peu de décor, parce que tailler le granit c'est extrêmement difficile, donc on a des maisons très simples. Bon, le Croisic, maison des XVIIe, XVIIIe siècles, là aussi, granit, là aussi, influence bretonne très forte, sauf quand on peut faire des lucarnes en pierre calcaire et que là on les sculpte, parce que la pierre calcaire arrive... Alors il n'y a pas que le tuffeau en pierre calcaire en Loire-Atlantique, il y a le tuffeau qui est venu par la Loire, il y a aussi des pierres de Charente qui sont venues par la mer, des pierres dures, même des pierres qui viennent juste depuis Bordeaux, et puis d'autres pierres de Touraine que le tuffeau, le cireuil, etc., des pierres plus dures. On trouve toutes ces pierres mélangées dans l'architecture, y compris à Nantes. Voilà, là c'est le Croisic aussi, mais vous voyez les architectures bretonnes, je ne m'étends pas dessus, mais vous voyez que l'influence là, stylistique et technique et esthétique est évidente. Une villa de la fin du XIXe siècle, là aussi, granit, donc c'est pas une ferme bretonne, mais il y a une influence de l'esthétique bretonne dans cette villa. Et puis là, une maison aussi bretonne, elle est à Saint-Herblain. Ben oui, Saint-Herblain, c'est sur le sillon de Bretagne, on est sur du granit. Ces 4 maisons-là sont à Saint-Herblain. On n'a pas l'impression. On pourrait être dans le Morbihan, dans le Finistère. Alors vous voyez, les linteaux à 3 pierres, il y en a un beau en bas, des architectures assez basses, sans décor, très simples. Un petit peu de tuffeau qui arrive. Là, on est au XVe siècle, on apportait un tuffeau, mais on n'en a pas beaucoup. On a fait une fenêtre avec seulement. Le reste est en granit. Alors les chaumières de Brière, ça c'est, je dirais, le patrimoine le plus identifié en Loire-Atlantique. Ah, la chaumière de Brière, tout le monde a été visité, Kérinette, Fédrin, etc. On connaît la chaumière. Je voulais juste vous montrer quelques images. Ça, c'était en Bourgogne. En 1978, on a reconstitué un village néolithique et jusqu'à la période gauloise. C'est des reconstitutions, mais faites par des archéologues, donc fiables. Vous voyez qu'on a des architectures en terre, avec des structures bois non équarries et des toitures en chaume. Et si je vais aujourd'hui à Saint-André-des-Eaux, je vois ça. Architecture en terre, toit de chaume, charpente non équarrie. Vous voyez qu'on est dans la filiation directe d'architectures qui sont faites il y a 6000 ans, 5000 ans, 4000 ans, 3000 ans. Mais directes. Y compris dans des chaumières qui sont une fois enduites, on a l'impression qu'elles sont en maçonnerie de pierre, et quand on enlève l'enduit, on s'aperçoit que des pans entiers de murs sont en fait en terre crue. Donc ben voilà, ça c'est les images archétypales des chaumières telles qu'on les voit aujourd'hui, restaurées en pierre apparente alors qu'elles étaient enduites et chaulées en blanc. C'est le seul bémol à ces restaurations-là. Vous voyez, là, celle-ci a été chaulée en blanc, mais quand on regarde les photos anciennes, on voit que les murs, à part pour quelques annexes, les murs étaient bien lisses et blancs. Et puis, une petite image qui montre que les chaumières, ça n'est pas l'apanage de la Brière. La maison qui est en haut à droite est à Carquefou. Mais Carquefou, c'est près des marais de l'Erdre. Il y avait aussi des roseaux, donc aussi du chaume. Et cette maison n'a plus un toit en chaume, mais on voit bien à sa structure qu'elle en avait un, et elle s'appelle la Chaumière d'ailleurs. Le lieu-dit s'appelle la Chaumière. Et puis d'autres chaumières à Pornichet, en Normandie et dans le Jura. Vous voyez qu'il y avait des chaumières, il y en avait un peu partout. Dans les tableaux impressionnistes en Normandie, on voit beaucoup de chaumières dans les villages.